Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test du Oukitel U7 Plus, un téléphone qui m'a été envoyé par Gearbest. Il coûte moins de 100 €. Donc c'est une phablette de 5.5 pouces qui a déjà un très bon avantage. C'est que ce mois-ci, en janvier, il a reçu Nougat officiellement. Alors en version 0.9 par contre, de ce que j'ai vu, mais néanmoins qui est tout à fait utilisable. Il reste encore un petit peu d'optimisation à faire, on y verra ça sur la partie surcouche. Donc c'est un téléphone à moins de 100 €, vous avez toutes les caractéristiques dans la description, avec un petit quad-core, 2 Go de RAM, écran HD, une batterie de 2500 mAh, dual SIM et micro SD, et aussi surtout un lecteur d'empreintes. Alors ça c'est quelque chose qui est assez rare à moins de 100 €, et surtout, on avait déjà vu que le Venator, la fiabilité peut ne pas être au rendez-vous. Alors bonne chose déjà, c'est qu'en 6.0 c'était déjà... Enfin, c'était fiable, mais c'était pas très réactif. Là, c'est les deux en même temps. Bon, on n'est clairement pas au niveau d'un Honor ou d'un Huawei ou des derniers de gamme, mais pour un entrée de gamme, ça se défend plutôt bien. Il a une bonne fiche technique, il a l'air plutôt fiable, parce que maintenant, je l'ai depuis plus de 2 mois en test, et clairement, il s'en sort plutôt bien. Donc ça c'est une bonne chose et on va voir ça tout de suite dans le test, un petit peu ce qu'il vaut. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez par rapport au test. Et bien sûr si vous avez aimé la vidéo, etc. n'hésitez pas à la partager. Et vous avez toutes les infos en description, album photo, autonomie, descriptif et lien d'achat. Mais en tout cas voilà, c'est un téléphone qui m'a plu, qui m'a permis de découvrir aussi la marque, tout simplement la marque Oukitel que je ne connaissais que de nom en soi. J'avais juste pris en main le Oukitel K10000 mais en 30 secondes. Et là, ça m'a permis de me faire vraiment un avis dessus, et c'est vraiment intéressant, c'est une marque intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas, et comme ça je vais terminer là-dessus, il faut savoir que cette marque, c'est l'alliance de 5 marques chinoises qui ont décidé en fait de mettre une marque vraiment en avant, qui est aussi en avant sur l'export, mais qui se vend beaucoup en fait, si vous voulez, vraiment une marque qui arrive à s'affirmer sur un marché très concurrentiel. Et donc c'est entre autres, alors il y a 5 acteurs, on en connaît 2, avec qui, il y en a une, elle n'est pas forcément très bien réputée puisque c'est Doogee, qui aime bien faire beaucoup de filiales malheureusement, et il y a aussi Aukey. Donc Aukey par contre vous connaissez puisque vous avez déjà vu quelques objectifs ou batteries ou encore enceintes en test, et en fait ils font aussi partie de l'aventure, donc ce qui fait que il y a sûrement moyen d'avoir quelque chose d'un petit peu différent en termes de qualité que Doogee. En tout cas c'est l'impression que ça m'a donné au niveau des renseignements que j'ai eu dans mon entourage, ça a l'air plutôt positif. Et à mon utilisation aussi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Si vous avez des renseignements là-dessus, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est une marque qui, clairement, ce modèle-là, en tout cas, m'a plutôt convaincu. Et ils montrent qu'ils arrivent à faire des choses assez sympas. Donc là on a un design classique sur les entrées de gamme qui reprend un peu le design de l'iPhone. On va faire un petit tour. Déjà nous avons les 3 touches sensitives, donc ici la touche multitâche, ici le bouton home et ici le bouton retour. Ensuite nous avons en haut, si j'arrivais, parce que le noir c'est pas terrible, ici le capteur photo, ici nous avons les capteurs de luminosité et de proximité, qui sont assez bien cachés, comme vous pouvez voir aussi une petite LED. Nous avons sur le côté, nous avons une touche donc Power sur le haut, assez haut d'ailleurs, mais on peut
facilement le prendre en main, mais comme vous pouvez voir, il est haut, il aurait été bien qu'il soit là, au niveau d'une prise en une main, sinon si vous le tenez comme ça, il est accessible. Vous avez ensuite en bas, vous avez hop, ici la prise jack qui est pas très bien, enfin qui est pas centrée, comme vous pouvez le voir, elle est légèrement sur le côté. Ensuite, vous avez le haut-parleur, le micro, hop, j'y arrivais. Ensuite, nous avons le bouton volume, comme vous pouvez voir. En haut, nous avons la prise jack. Ici, nous avons donc le capteur photo avec le flash et donc le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qui fonctionne plutôt bien. Tant que j'y pense, je vais vous le montrer. Donc là, il a mal détecté mon doigt. Et là, vous pouvez voir, bon, il est un peu lent, un poil lent, mais il fonctionne. Et ce qui est bien, c'est qu'on va dire, globalement, c'est 9 fois sur 10. Il réagit vraiment bien, ça c'est une bonne chose, parce que il peut y avoir des lecteurs d'empreintes à ces gammes de prix qui doivent être pas terribles du tout. Celui-là, il est un peu lent, mais par contre il fonctionne très bien, il est très fiable. J'ai pas trop de problèmes pour justement qu'il soit détecté. Donc j'y pense parce que je sais que sur les surcouches, j'ai tendance à l'oublier. On peut voir, hein, là je le fais d'affilée, sans problème, plus différentes parties du doigt. Bon, voilà. Ensuite, nous avons, c'est la bonne chose aussi pour certains, c'est que nous avons une coque qui est amovible, donc toute simple, avec la batterie de 2500 mAh, le port micro SD, le port SIM, et ici, l'autre port SIM, donc c'est de la micro SIM pour les deux, chose à savoir. Donc ça c'est bon. Vous pouvez voir aussi qu'on peut le démonter assez facilement puisqu'il a des vis un petit peu partout. Donc ça peut être bien si jamais vous avez des choses à remplacer. Ça peut être un petit peu plus facile à remplacer ou à démonter si jamais vous voulez vérifier quelque chose. Bon, après il faut faire gaffe à la garantie. Quoique je ne vois rien pour faire gaffe à la garantie justement. Donc elle est peut-être cachée un peu en dessous. Donc vous pouvez voir que là, ensuite nous avons au niveau de l'écran en fait on peut voir. Donc déjà aussi vous avez la chose que je n'ai pas montré. Vous avez l'encoche pour... Allez, fais la mise au point. Vous avez l'encoche pour l'ouvrir qui est ici. Ensuite, nous avons... Alors, chose intéressante. Nous avons... ici, je vous montre assez souvent. Alors, je vais essayer de faire un focus un poil mieux. On peut voir en fait que la partie noire en fait qui protège le côté de la vitre est assez grosse et ça se ressent vraiment à l'utilisation. On la ressent vraiment en fait quand on regarde ici. Je sais pas si ici ça semble net. Et on voit vraiment qu'elle est épaisse, donc ça va se ressentir. C'est un téléphone qui reste assez épais, un poil lourd. Forcément, on est sur un téléphone à moins de 100 €, donc là ça va être beaucoup plus limité sur ce type d'optimisation. On peut voir qu'il est aussi assez imposant par rapport à côté à l'Idol 4S, voilà ce que ça donne, donc il est quand même, déjà on peut le voir plus haut, sachant que l'Idol 4S, lui, il abrite deux haut-parleurs, et sur le côté, on peut voir qu'il est quand même un peu plus large, avec la coque ça aide pas non plus, donc on peut voir ça déjà, chose qui peut, voilà, qui peut être à prendre en compte, voilà, il va être forcément assez large. Après, il est quand même bien conçu, il n'y a pas de craquement particulier, la coque est vraiment solidement mise avec l'appareil, donc il va pas être facile à enlever, mais ce qui est bien, c'est que ça craque pas, j'ai déjà enlevé plusieurs fois, il n'y a pas eu de souci derrière. Le capteur d'empreinte, lui, vraiment, en fait, le téléphone, il a vraiment été pensé pour une utilisation à deux mains, en fait. Qu'on peut voir, c'est vraiment, là, on le voit, en fait, avec les doigts, ça va être vraiment comme ça qu'il va être pensé. Donc après, le capteur d'empreinte, lui, on arrive facilement à l'avoir. Je sais que moi, quand je le déverrouille comme ça, et après, je me mets comme ça. On arrive plus ou moins à l'avoir, il est peut-être un peu haut, mais ça va encore. Ça va encore, il n'y a pas trop de soucis, surtout que, bon, en plus de ça, il est fiable, donc c'est pas trop chiant de ce point de vue-là. On peut voir que forcément, comme je l'ai dit, il est large, donc ce qui va se passer, c'est que forcément, les bordures, on va aller sur... non, on va pas aller là. Donc là, je l'ai mis en veille. On va aller, hop, ici. Sur Twitter, par exemple, on peut voir que les bords sont vraiment larges. Donc ça, c'est une chose à savoir. Aussi, l'autre chose, c'est qu'on... Alors, c'est un peu compréhensible. C'est un petit peu compréhensible au vu du prix, mais les touches ne sont pas rétroéclairées. Donc ça, c'est un peu dommage. Ce qui fait que, forcément, on va avoir un petit souci par rapport à ça. Surtout qu'en plus de ça, parfois, ils ont un peu du mal à réagir. Ou alors, dans le noir, j'ai un petit peu du mal, je dois pas taper au bon endroit, il faut être assez précis. Et ce qui fait que on va se retrouver avec...
on va se retrouver soit par exemple à faire 2 fois ça et ça va l'éteindre, soit en fait on va taper à côté et ça va mettre du temps à réagir au final. Enfin, pour nous ça va mettre du temps. Donc ça c'est la chose à savoir, et je pense aussi que parfois il y a des petits soucis au niveau du côté sensitif. Parfois je pense qu'il est pas assez parfait, il est pas assez sensible justement, donc il détecte pas forcément quand pour lui ça va être un peu trop furtif si vous appuyez vite fait. Donc là en tout cas ça réagit plutôt bien. Là par exemple j'ai tapé un petit peu autour, faut vraiment être précis, faut vraiment être sur le bouton, donc ça c'est la chose à savoir. Sinon qu'est-ce que je peux dire de plus? Mais après c'est un design qui est très commun en soi, comme vous pouvez le voir, hein, ça reprend un peu le design de l'iPhone, chose totalement classique, parce que forcément sur ce type de budget, la recherche pour faire un bon design, c'est pas vraiment le truc, hein. C'est quasiment la même chose qu'on a par exemple avec le HomeTom HT3, c'est le même type de design, donc ça bon, c'est à peu près normal. J'ai pas de grand chose à dire de plus. Le design, voilà, comme j'ai dit, après ça reste classique, mais c'est bien conçu, je trouve. Il fait propre. On sent vraiment forcément qu'on est sur quelque chose à moins de 100 euros, ça se sent vraiment. Mais ça reste propre, ça reste plutôt bien, mais clairement, voilà, là où on va le ressentir, c'est le côté justement cette bande noire en fait qui casse un peu le côté arrondi de la coque pour protéger l'écran. Au final, le côté de l'écran qui va se ressentir à l'utilisation, ce qui fait qu'il va faire très épais en main. Donc ça, c'est la chose à savoir. Donc voilà, un design très classique forcément. Là, on est sur de l'entrée de gamme. En face, on a le Xiaomi Redmi 4A qui est lui en métal. Forcément, il est plus récent aussi. Mais par contre, le Redmi 4A, lui, il n'a pas de capteur d'empreinte, chose à savoir. Donc après, à vous de voir, est-ce que vous voulez un capteur d'empreinte ou non. Au niveau de la surcouche, donc le téléphone, lui, il est sorti en 6.0. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il est en 7.0. Donc ça, c'est une bonne chose. La seule chose qu'il faut prendre en compte, par contre, pour l'instant, c'est que c'est une version 0.9, comme vous pouvez le voir ici en bas. Donc, il y a des petites choses qui sont pas encore parfaites. En tout cas, ça a l'air d'être développé par Oukitel au niveau de la ROM. Donc ça peut être... ça va pas être quelque chose de... Normalement, ça devrait être correct. Par contre, le truc, c'est que comme je pense qu'il y a encore un petit souci d'optimisation, notamment au niveau de la RAM ou de la gestion des ressources, il y a quelques petits soucis. Donc, je vous donne tout de suite une petite astuce pour que le téléphone soit un peu plus utilisable. Vous allez dans les options de développeur, donc vous appuyez normalement plusieurs fois sur la partie Build. Build. Donc, vous appuyez en fait ici. Et en fait, après, vous aurez le système options pour les développeurs. Vous allez tout en bas, et tout en bas, justement, là, ligne standard, il est revenu à ligne standard. Il faudra aller ici, et vous allez dans 4 processus maximum. À 4 processus, j'ai testé, ça marche plutôt bien. En gros, je ne sais pas exactement sur quoi ça va jouer exactement. Je pense que ça va être des choses en fond qui vont tourner, et là, il va limiter les choses qui sont en fond, et 4 processus, normalement, ça tourne plutôt bien, parce que sinon, en fait, il y a trop de processus derrière, en arrière-plan, et qui va venir plomber vraiment le téléphone. C'est un peu le souci, c'est que là on peut voir qu'il réagit assez bien, il est plutôt fluide actuellement. On peut voir ici, on va aller ouvrir Twitter, on l'a ouvert, on peut voir qu'en plus l'ouverture d'application plutôt correcte, donc ça c'est une bonne chose. Après le souci, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment en mode normal, donc sans toucher à cette optimisation, le téléphone va très vite s'encrasser. Moi qui utilise, comme vous pouvez voir, des applications, donc Messenger, Facebook, YouTube Studio, Deezer, JVC, Telegram, Twitter, gestionnaire de page Facebook, Gmail, eh bien, ça va vite, en fait, comment dire... l'ensemble, en fait, le fait que soit ce soit un quad-cœur, soit les queues de giga de RAM, entre guillemets, pour moins de 100 euros, c'est pas mal, hein, eh bien... L'ensemble va faire que ça va, quand c'est un peu trop soutenu, il va vraiment tousser, il va vraiment se sentir complètement asphyxié parce qu'il y a trop de choses pour lui. Donc en faisant cette petite astuce comme je vous ai montré, ça va permettre de le rendre beaucoup plus utilisable. Donc à faire absolument si vous voulez acheter ce téléphone. Après, est-ce que ça a eu une incidence à l'utilisation? Pour moi, j'ai pas trouvé la différence. Donc voilà, la petite chose. Donc ce qui fait aussi, vous récupérez un peu ce côté en mode 3D Touch version Android qui a été installé avec Nougat. Donc vous avez ça en fait, vous allez vers le haut. Donc soit vous allez vers le haut dans le vide, vous avez ça qui apparaît, donc avec les petites choses, les petites options. Donc c'est assez sympa d'ailleurs parce qu'on a... non, c'est pas ça. On a justement les applications les plus utilisées, donc un petit raccourci qui peut être utile. On a ça aussi, qui est Float View, qui va permettre de gérer plusieurs choses, donc float vidéo, donc une vidéo flottante,
enregistrer l'écran, screenshot, les réglages, scanner QR code, soit tout vider, mettre en veille. Gesture, là ça va être une petite pastille en fait qui va permettre de gérer en fait, hop ici, paint gesture. Non en fait c'est juste un bloc-notes en fait, j'ai dit des conneries. Donc voilà, en fait c'est des tout petits ajouts qui sont faits, qui peuvent vous intéresser, mais rien de bien dingue, mais c'est des petites choses qui sont assez discrètes en plus de ça. Et donc on a voilà ce système là qui marche plutôt bien. Vous allez en fait juste sur l'application, vous faites un petit truc juste comme ça. Hein. Et vous allez pouvoir soit avoir désinstallé vos informations, mais en soi ça sert pas à grand chose, ça n'a pas encore vraiment une utilité. Qu'est-ce qu'on a de un petit peu particulier? Nous avons Power Save, enfin Power Saver, donc là c'est avoir un mode en gros économie d'énergie. Donc voilà, juste ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est le logiciel, donc là si vous voulez bloquer des applications, quelque chose de classique. On a espace parallèle. Donc là c'est un peu comme MIUI, c'est-à-dire qu'en gros on va pouvoir créer un espace complètement... Enfin, on va pouvoir... Ah oui c'est ça, pardon. Oh là, je me mélange. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir cloner des apps, des applications. Donc par exemple, si vous avez 2 comptes Facebook, bah, au lieu de devoir vous déconnecter, etc., vous pouvez cloner l'application Facebook. Donc ça, c'est une chose assez sympa. Après, à vous de voir les applications que vous voulez cloner. Donc assez sympa. Je voudrais sortir, s'il vous plaît. On sort comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons donc l'application. Alors, il faut savoir que pour les mises à jour, ça va directement via une application, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intégrée donc dans ApoPro une mise à jour. Vous l'avez pas en fait, c'est directement ici. Donc maintenant, ça ressemble à ça. Ça a bien évolué. En tout cas, il y a eu quelques mises à jour avant d'avoir Android 7. Et là, bon, pour l'instant, il n'y en a pas eu depuis la sortie de Nougat, mais ça devrait, à mon avis, il devrait y en avoir d'autres, je pense. Et on a fait vite le tour. Après, c'est du Android Nougat, tout ce qu'il y a de plus classique, comme vous pouvez voir. Hein. Donc, c'est assez sympa. Et comme vous pouvez voir, au niveau de l'utilisation, actuellement, c'est fluide. Comme je vous dis, une fois qu'on l'a mis en mode 4 processus maximum, voire 3, si ça dépend, mais avec une utilisation intensive, en tout cas, ça règle beaucoup de choses et ça le rend beaucoup plus agréable. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus rapide, il va beaucoup mieux enchaîner. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, normalement, j'ai ouvert quelques applications. On va revenir par exemple à Twitter. Il l'avait fermé, donc voilà, donc ça doit être ce genre de choses où ça peut impacter. Mais en tout cas, voilà, une surcouche qui reste simple, qui reste assez efficace. On est sur du Android pur avec quelques petites applications par-ci par-là. Mais justement, en fait, on a surtout ça qui a été ajouté. Donc on a justement ce mode flow gesture, par exemple, qu'on a vu juste... Alors, hop, là, je me mélange. Flow gesture, donc ça, c'est le truc que je voulais justement montrer, qui est ça, hop. Et vous allez pouvoir, en fait, gérer game mode, lock screen, read mode. Donc là, ça va le laisser tout le temps allumé. En plus, vous pouvez le tourner, clean task, flow de vidéo, etc. Donc pour ceux à qui ça pourrait intéresser, eh bien, vous avez ce type de choses. Vous pouvez gérer même vos propres petites choses. Flow gesture, donc ça j'ai montré. Ça ok. Smart summatory, donc là, en fait ça va être vraiment en fait pour ça, donc c'est pas sûr que ce soit réellement intéressant. Par exemple dans galerie, hop ici, on va aller dans galerie qui est hop ici. Et hop, je vais faire comme ça. C'est pas ça. Voilà, par exemple, on va faire ça. Non, c'est une vidéo. Donc là, je ne vois pas en fait. Voilà, là, ça devrait être bon. J'arrivais. Donc là, voilà, c'est juste ça. Tout simplement. Bon, après, est-ce que ça a une utilité? À vous de voir. Mais pour moi, ça n'a aucune utilité. Gesture motion. Donc là, par exemple, vous pouvez, quand vous répondez, ça va décrocher, ce genre de choses. On peut donc là le double tap pour fermer. Donc ça, c'est une bonne chose, surtout si jamais... On ne sait jamais avec la fiabilité de ce type d'appareil, ça peut peut-être vite lâcher, mais par exemple, vous allez pouvoir derrière, débloquer et rebloquer via ce moyen-là. Donc c'est toujours ça qui est assez sympa, c'est des petits ajouts. Ensuite, nous avons ici le double tap, par exemple. Donc là, on va pouvoir faire plusieurs choses en plus de ça. Donc double tap, donc il va vibrer pour dire. On va faire par exemple normalement le V.
il va le détecter, et bon, bah là, il faut forcément déverrouiller pour pouvoir lancer. Mais on a ce type de choses, donc assez sympa. Pour ceux, pareil, qui sont un petit peu accros à ce type de choses, bon, sachant que ce type, par exemple, le double tap pour déverrouiller, ce qui est un peu chiant, c'est comme vous avez le lecteur d'empreintes, il faut forcément redéverrouiller après qu'il soit allumé. Donc au final, l'intérêt vient vite à être inutile. Ensuite, alors par contre, ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a pas le mode Miravision pour gérer l'écran. Heureusement, il est plutôt bien, on y reviendra à ce moment-là. Forcément, on a le stockage, on peut fusionner aussi. On peut gérer si on veut que ça écrive sur la carte SD ou normalement, on a 16 Go, donc normalement c'est assez large pour un téléphone à ce prix-là, c'est quand même assez sympa. Et voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc, moi voilà. Et déjà, ce qui est une bonne chose, c'est que on a droit à une mise à jour majeure, c'est un téléphone à moins de 100 €. C'est quand même vachement intéressant, ça prouve que Oukitel n'est pas un acteur qui balance des téléphones dans le vide. Et là, il en a sorti un qui, en plus de ça, reçoit Nougat en OTA. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est même pas, il faut même pas le brancher au PC, ça peut le faire directement. Alors, j'ai vu certaines personnes qui apparemment avaient quelques petits soucis pour après installation. Donc après, il faudra voir si jamais vous le prenez. Vous avez des soucis, n'hésitez pas. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site officiel d'Oukitel pour pouvoir reflasher s'il faut. Donc ça, faire attention. Moi, en tout cas, j'ai pas eu de soucis, mais il y en a auxquels j'ai vu ça a eu des soucis. Ça peut arriver à chaque grosse mise à jour, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est rattrapable. Hein. Ça, je vous préviens. Ça peut causer des soucis. Il y en a qui ça l'a fait, mais c'est rattrapable. Ah oui, dernière chose, et on peut mettre des thèmes. Ça, c'est assez sympa aussi. Donc après, à vous de voir. Donc forcément ça va être un peu limité, mais par exemple vous avez le thème iOS 9. Donc si vous voulez que ça ressemble à iOS 9, eh bien vous avez cette possibilité, donc là c'est en cours de chargement. Donc après ce sera toujours mieux que le thème que j'ai au départ, voilà, ça sera un petit peu plus joli, même si le détourage est loin d'être parfait. Mais voilà, c'est intéressant en tout cas de voir que Nougat sur un téléphone à 100 €, c'est possible. Et en plus ça marche plutôt bien, moyennant une petite modification dans les options de développeur. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran 5.5 pouces HD, donc pour ceux qui sont un petit peu, méticuleux, bah forcément ça va être un petit peu limite, dans le sens où 5.5 pouces HD, on commence un peu à voir le fait que les pixels sont un petit peu voyants. Néanmoins, dans la vie de tous les jours, ce sera tout à fait correct, il n'y a pas de... C'est pas non plus horrible, la HD c'est suffisant, surtout à ce prix-là, c'est tout à fait normal, c'est même plutôt bien d'avoir un écran qui soit HD avec l'ensemble des spécifications qu'il a. C'est un écran qui en soi n'est pas mauvais, il n'est pas extraordinaire non plus, mais il est dans la bonne moyenne, dans le sens où les couleurs sont correctes, elles sont pas non plus, on n'est pas extrêmement proche de la réalité, mais... Globalement, on a droit à des bonnes... hop, on va lancer Deezer. On a droit à des couleurs qui sont quand même tout à fait correctes. Alors, sachant qu'il faut que j'enlève le filtre ici, ce sera mieux. Voilà. Alors, lançons Deezer. Donc là, on est sur un écran AMOLED sur l'Alcatel. Voilà, ce qui fait que on a un petit peu un écran qui est un petit peu bleu, par contre, un poil froid, mais qui reste globalement dans les couleurs assez correctes. Hop. Quand on peut le voir, ça se défend. Franchement, ça se défend plutôt bien. On a des bonnes couleurs. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais on peut voir que les couleurs sont... Voilà, quoi, on va pas... À ce prix-là, c'est difficile de chipoter dessus, très honnêtement. On a un écran qui va être avec des blancs qui sont plutôt corrects. Bon, après, ça reste un écran IPS, donc en général, c'est plutôt bon. Un peu froid. Avec des couleurs qui sont correctes. Dans le sens où c'est pas forcément... Voilà, on va pas être sur du 3 Delta E, mais à mon avis, on n'est pas très très loin non plus. Les couleurs sont quand même assez bien maîtrisées, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de voir des couleurs cheloues. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose et on a une bonne impression. Au niveau des angles de vision, donc là, forcément, je l'éteins, ça aide pas. Les angles de vision, alors là, forcément, on va perdre beaucoup, comme on peut le voir en termes de luminosité. On est vraiment, dès qu'on perd là-dessus, après c'est visible, mais sur les côtés, par exemple, on va avoir vraiment du mal à lire. On sent vraiment cette perte de luminosité.
Après, l'écran en soi est plutôt pas mal. La petite chose, alors au niveau aussi donc là forcément on n'a pas d'écran Gorilla au niveau des choses qui permettent de le protéger. Par contre, on a déjà une protection d'écran qui est mise, donc ça c'est une bonne chose aussi. Au niveau du côté tactile, moi j'avais quelques petits soucis avec le Wiko pour ceux qui ont vu mon test du Wiko. Là c'est pas parfait non plus. En fait c'est au niveau de la sensibilité, c'est-à-dire que parfois il va pas forcément voir notre doigt correctement parce que il va le voir un petit peu trop furtif. Donc ça c'est la petite chose qui peut se ressentir à l'utilisation, mais ça reste correct. Là-dessus, voilà, c'est-à-dire que clairement on va plus lancer ça. Ça reste correct, mais on sent que parfois il est pas parfait dans la détection du doigt, et il va pas le détecter complètement. C'est surtout dans le sens, en fait, quand on est dessus, ça reste assez précis, mais ça va être plus dans la détection, en fait, dans le côté, je vais toucher l'écran, je vais faire ça, parfois il va pas détecter correctement, c'est plus sur ce côté-là. Mais un bon écran dans l'ensemble, assez étonnant d'ailleurs aussi. Le HomeTom HT3 m'avait déjà pas mal étonné à l'époque, mais celui-là, il se défend très bien aussi. Là, on se retrouve niveau son. Donc là, il pède, ouais. Donc au niveau du son, donc là en termes de jack, j'étais assez étonné aussi, vraiment étonné d'ailleurs de la partie jack, parce que on a droit à un son qui est vraiment vraiment sympa. On a un son qui est assez précis, on a droit à quelque chose d'assez vivant et une bonne stéréo. Très clairement, en fait, j'ai pas eu besoin de faire de retouches sur le son lui-même. Alors, je vais vérifier parce que ça fait un peu longtemps, mais normalement non, bah si je l'ai mis en mode rock. Pour lui mettre un petit peu plus de punch, mais de base, là comme ça, en fait, franchement, ça rend bien, c'est un peu plus punchy, j'aime bien ce type d'égaliseur aussi. Bon, je le fais aussi sur le 2 de toute façon. Mais le son est vraiment, vraiment pas mal, j'ai vraiment été étonné. On entend bien les basses, ça reste assez neutre, ça c'est une bonne chose aussi. Ça reste vraiment, vraiment neutre, c'est assez clair aussi. Enfin, avec les intras Xiaomi que j'utilise maintenant tout le temps, bah, j'étais vraiment vraiment étonné de la qualité avec laquelle il ressort au niveau des détails, etc. Donc c'est vraiment une jack qui m'a vraiment étonné pour vraiment un téléphone à moins de 100 €. Déjà, le Vernetor m'avait déjà étonné, mais alors là, ben voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un cran en dessous en termes de qualité, mais pourtant la jack est vraiment précise. Surtout à ce prix-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc ça vaut le coup. Donc là, ça veut dire qu'ils ont bien géré de ce point de vue-là. Peut-être des gens qui aiment bien la musique aussi. Donc la bonne chose. Par contre, forcément, si on commence à parler du haut-parleur, là, ça fait mal. Là, les basses, elles sont absolument inexistantes. C'est très moche. C'est très très moche. Donc là, on n'a pas du tout le même ressenti, forcément. Mais là, c'est-à-dire qu'écouter de la musique dessus, c'est atroce. C'est clairement atroce. Autant ça sature pas et ça reste clair sur les aigus. C'est correct pour les notifications. Ça reste... Il est relativement puissant. Par contre, vous avez que des aigus, quoi. On entend surtout les aigus, un petit peu les médiums, mais les basses sont totalement absentes. Donc, on n'a vraiment aucune sensation. Mais bon, voilà, c'est correct. Au moins, ça part pas en... Ça sature pas quoi. Mais bon, voilà, on n'écoute pas du tout de la musique dessus. Même les vidéos, c'est un peu limite. Hein. Franchement, c'est un peu limite parce que comme on part que sur les aigus, il a un peu du mal sur le côté voix un peu à avoir un peu de puissance. Donc, c'est pas forcément suffisant. L'appareil photo, donc là on est sur un appareil photo de 13 mégapixels donc à l'arrière. Là forcément on va toucher un peu un point sensible du téléphone. Bah, c'est forcément l'appareil photo. Pourquoi ? Parce qu'à ce prix-là, forcément, on ne peut pas s'attendre à quelque chose en soi d'extraordinaire. Là-dessus, en général, c'est ça qui va en premier être... ça va être la première chose qui va subir tout simplement le côté budget pour que justement le téléphone puisse être meilleur sur d'autres choix. Mais en général, c'est l'appareil photo qui trinque en premier. Et on peut le voir hein, au niveau des détails ici, où par exemple là, les détails sont carrément absents, le ciel il est brûlé, l'arbre il est brûlé.
Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Je ne sais pas. On a ça aussi, donc... Au niveau des détails, c'est un poil correct. Dès qu'on commence à zoomer, on a l'impression que c'est peint, en fait. Surtout au niveau des arbres. Mais par exemple, parfois les couleurs peuvent être carrément moches. Mais vraiment, vraiment moches. Là, c'est vraiment pas beau à regarder. La scène en soi est correcte, mais c'est pas beau à regarder. On voit que le ciel est un peu cramé et que les arbres, ils prennent un peu cher ici. Donc, bon, c'est un peu moyen. Là, on va voir, par exemple, là, je crois que c'était de l'HDR, j'ai dû prendre, je suis même pas sûr. Mais bon, là, on a rien en termes de détails. Là, bon, voilà, c'est clairement, c'est un plaid, hein, tout simplement, pour ceux qui se demandent. Là, on peut voir un peu... On sent que c'est pas très précis, quoi. Donc après, vous avez l'album, bien évidemment, derrière, mais c'est vraiment pas dingue. C'est potable, voilà, on va dire potable, mais c'est le minimum, quoi. Là, c'est une vieille photo, et faut être patient. Si on en fait une juste là, bon, déjà, on voit un petit peu qu'il y a une galère un peu. Normalement, c'est plutôt bien éclairé. Comme il voit du blanc, là directement, il va descendre très vite en luminosité. Donc là, on est sur un capteur 13 mégapixels, mais vraiment entrée de gamme. Donc là, vous voyez, j'ai dû appuyer plusieurs fois, j'ai eu l'impression qu'il a un petit peu du mal parfois à détecter. Donc là, on peut voir, hein, au niveau de la qualité du M, on sent que c'est pas précis, qu'il a équilibré. Bon là, en plus, on est à l'intérieur, forcément, c'est pas forcément mieux, mais c'est loin d'être parfait, on sent que c'est pas très net. Donc... Si vous prenez votre temps, vous pouvez faire une photo qui peut être à peu près correcte, mais clairement, c'est pas un appareil photo de qualité. On est sur un truc vraiment basique. Vous avez l'HDR qui peut aider, mais c'est pas forcément ça. Alors, si je prends de façade, hop, avec une bonne lumière, et ben ça manque carrément, mais alors carrément au niveau des couleurs. Mais alors carrément. Là, les couleurs, il n'y a rien en fait. Là, il n'y a clairement rien, alors que je suis très bien éclairé. On n'a pas de détails, on n'a pas de couleurs, on n'a rien. C'est très terne, c'est très peu détaillé, c'est pas du tout intéressant. Donc, de façade, ce sera pas beau du tout. Donc là-dessus, au moins sur la photo, forcément, c'était quelque chose qui devait arriver. C'est vraiment ce côté, justement, pas terrible. On est sur un appareil photo vraiment à moins de 100 € qui peut arriver à faire une belle photo, mais il faut être très patient pour le faire. Il faut vraiment vouloir. Mais clairement, on va difficilement en avoir la possibilité. En bonne photo, j'ai peut-être celle-ci où ça passe plutôt bien, on va dire. Le temps qu'il charge un petit peu, ça passe, on va dire, mais on sent que vraiment, il faut pas zoomer, quoi. Même en zoomant pas, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas sur la photo. On sent que c'est pas terrible, les couleurs sont pas extraordinaires. On va dire que c'est presque potable. C'est vraiment pas extraordinaire, c'est du secours. Si vous en avez besoin, pour montrer quelque chose, c'est bien, mais pour faire une belle photo de paysage, ça va être très compliqué. L'autonomie, donc là on est sur une batterie de 2500 mAh, un petit quad-core de chez Mediatek, un écran HD, donc on s'attend à une autonomie à peu près correcte, par exemple comme le Wiko YouFilm. Malheureusement, je pense qu'au vu du prix, la batterie doit pas être de même qualité, ou l'écran doit un peu plus consommer. C'est peut-être Nougat qui est pas encore très très bien optimisé aussi, ça doit jouer aussi, mais clairement l'autonomie n'est pas extraordinaire du tout. On peut arriver à faire entre 4 et 5 heures si vous l'utilisez quasiment d'affilée. Mais ça va être plus 4h30 à 4h. C'est pas un smartphone qui est très très autonome. D'une part parce que au niveau de la veille, c'est pas très très bien optimisé. Et ensuite, au niveau de la consommation, il a l'air de consommer un petit peu. Je sais pas si c'est l'écran peut-être qui joue beaucoup, mais ce qui fait que on a une autonomie qui est entre, on va dire, c'est un 4h15 en moyenne. Écran allumé. En utilisation normale, donc c'est pas dingue du tout. C'est dans la moyenne basse. Ça reste correct, hein. Ça aurait pu être pire, l'optimisation pourrait être pire, mais c'est pas dingue du tout. Sur YouTube, il fait même du 3h30 à peu près, donc on est vraiment sur la moyenne basse, on n'est pas sur quelque chose de très très autonome. Peut-être qu'avec l'optimisation de Nougat, ça peut rattraper un peu, mais c'est pas, il y a du boulot derrière encore pour que ce soit plutôt bien. Là, par exemple, j'ai commencé
à 95 et 84%, j'ai fait à peu près 27 minutes, avec un peu de tout. Mais en fait, après, ouais, on est à moins de 5 heures. On pourra pas arriver à 5 heures, je suis pas arrivé en tout cas. On est plus vers les 4 heures. Les 4 heures, c'est possible. Mais 5 heures, c'est pas possible. C'est dur à faire sur une journée complète. Donc, une autonomie qui me déçoit un peu. Elle peut faire mieux, surtout que c'est une révision du MT6735. Le processeur, là, c'est un 6737, qui est censé justement mieux gérer la veille, mieux gérer un peu la consommation. Sauf qu'à mon avis, Oukitel, vu que là, c'est sur un téléphone qui est d'entrée de gamme, soit il y a des composants qui consomment plus et qui font perdre tout l'avantage de cette révision du processeur, soit c'est la batterie qui est peut-être de moins bonne qualité. Mais en tout cas, on fait moins bien que le Wiko avec une configuration quasi similaire, avec un processeur qui est censé un petit peu moins consommer, surtout en veille, et on a un écran qui est un peu plus grand, ça peut consommer un peu plus, mais non, clairement, c'est un poil décevant, ça aurait pu être mieux. Au niveau des benchmarks, donc là on se retrouve sur Geekbench, donc avec le MT6737, qui tourne à 1,3 GHz, et donc on fait un score de 549 et 1551, donc au niveau des résultats, c'est plutôt stable. On n'aura pas de perte tout d'abord parce qu'il est assez épais et que c'est un processeur qui n'est pas très performant. Donc c'est-à-dire que sur plusieurs benchmarks d'affilée, il va rien perdre. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, donc sur le benchmark en lui-même, si je le ferme, ce sera moins bien. Sur le benchmark en lui-même, donc là, on se retrouve avec un score de 1500, ce qui est vraiment correct. On sera mieux que tout ce qui est S410 et S425. Parce que Mediatek maîtrise plutôt bien ces cœurs-là. Donc, ce qui fait qu'on fait un score quasiment de 1600. Donc, un très bon score. Qui, avec le passage de Nougat, n'a pas perdu. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Parfois, ça peut perdre en performance. Donc là, c'est une bonne chose. Donc, un score qui est tout à fait correct. Après, c'est forcément un score d'entrée de gamme. Par contre, en général, on se retrouve à ce prix-là. C'est l'un des seuls, en fait, avec ce type de processeur. Sinon, on se retrouve avec un MT6580 qui est assez vieillissant et qui fait un score un peu moins bon, donc du 400-1200 en gros, mais qui va beaucoup plus se ressentir à l'utilisation que ce processeur-là qui se défend plutôt bien. Au niveau de la partie graphique, donc là on se retrouve avec un ARM Mali T720 MP2, donc un processeur graphique d'entrée de gamme, clairement pareil. Donc là ça va être très peu performant, d'ailleurs il est même moins performant que le Wiko U-Feel. Donc là c'est-à-dire que Oukitel maîtrise assez mal sa puce puisqu'elle est censée être plus performante, mieux optimisée que celui du Wiko U-Feel. Donc en gros c'est juste la révision comme je l'ai dit. Donc ce qui fait que là on devrait faire un score de 240 ou 280 je sais plus. Et là on fait un score de 200. Donc on fait 20% de moins en gros. Donc c'est pas terrible du tout. On va essayer de retrouver le résultat justement. Donc là ce qui fait qu'en jeu on va ressentir des problèmes vraiment à l'utilisation. Puisque ce qui se passe, c'est que par exemple sur du Clash Royale, eh bien il va montrer des gros signes de faiblesse. Wiko U-Feel, il fait si voilà. Là on peut voir qu'il fait 270. Donc en 1080p, il va faire en gros il fait 40% de mieux. Là on peut le voir sur ces scores-là. Alors pourtant le processeur est un peu mieux, mais après comme on a un téléphone qui est plus cher, il est peut-être un peu mieux optimisé aussi. Et ce qui fait que ça va se ressentir en jeu. Alors ce qui est bien, c'est que c'est stable, hein, comme vous pouvez le voir dans les résultats. C'est stable, mais en jeu, ça va se sentir. C'est-à-dire que dans le sens où là, on est vraiment sur une limite, ou même des jeux type Clash Royale, dès que vous allez voir un peu plus d'action, il va commencer à avoir des à-coups, il va y avoir des arrêts. Donc là, ça montre vraiment que le téléphone crachote sur des petits jeux, parce qu'il manque de performance. Donc là, ça va vraiment se sentir. Là, c'est vraiment un problème d'optimisation, d'ailleurs, de ce téléphone, parce que le Wiko U-Feel, lui, n'a pas ce problème-là, ou pas aussi rapidement, ça va pas se montrer, les limites vont pas se montrer aussi vite que celui-là. Là, ça va vraiment se montrer assez vite sur des choses beaucoup plus anodines, des jeux plus anodins. Donc Clash Royale est un bon exemple, mais on va pouvoir le montrer sur d'autres jeux, où vraiment, il va être vraiment plus limité, et il va vraiment être très très limité en jeu. Donc là, on pourrait jouer à des vieux jeux sans problème. Par contre, les jeux récents vont avoir beaucoup plus de mal à tourner correctement parce que là, ça va être vraiment trop limite. Alors, on se retrouve sur Clash Royale. Donc là, on va voir un petit peu le souci. Alors, ce qui se passe globalement, c'est quand il y a un petit peu trop de personnes sur la map ou qu'il y a un peu trop d'effets, il va se sentir. Il va commencer à ralentir. Globalement, on va pouvoir s'en sortir, mais on va sentir que la puce graphique, elle est un poil limitée.
et elle est plus limitée aussi au niveau de l'optimisation. Donc ça, c'est un vrai problème que j'ai ressenti là-dessus. Donc après, on va voir sur les autres jeux. Mais ce qui fait que déjà, si sur Clash Royale, parfois, on sent des limites, bah voilà quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc ce qui fait que on voit que c'est assez fluide. Après, c'est possible aussi que ce soit dû au problème de processus que j'ai vu, notamment lors du jeu. Mais on sent que quand il y a des effets, il y a quelques petits ralentissements. C'est loin d'être parfait, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de choses qui peuvent se passer. C'est là où on a senti un petit ralenti. Donc voilà, en jeu, c'est pas parfait. Ça arrive malheureusement, donc là voilà, on sent vraiment qu'on touche vraiment sur les puces les moins puissantes du marché. Donc là forcément on va être limité même sur des petits jeux qui demandent un peu de ressources pour être assez fluide. On se retrouve sur le dernier Angry Shark qui est assez demandeur de ressources et là on le voit tout de suite, c'est pas fluide. C'est clairement pas fluide. On sent qu'il galère un petit peu à analyser parce que ça demande beaucoup en fait, il demande beaucoup de ressources pour afficher tous les poissons et tous ceux qui apparaissent un petit peu en dehors de l'écran. Et on sent clairement que là il galère. On sent aussi que même graphiquement, il est un peu à la limite dès qu'il y a des effets. On sent que c'est vraiment, c'est pas assez. On sent qu'il manque de puissance clairement. Là, oui, là on sent, regardez, on voit bien que ça rame. Là on voit, dès que j'accélère un peu vite, comme il doit charger beaucoup de choses, eh ben il est un peu perdu, il a un peu de mal. Là on sent, ça rame. Donc voilà, un peu ce que ça donne, donc ça rame un peu, ça chauffe un poil au dos, et on va voir le dernier jeu, Unkilled, qui lui devrait sûrement montrer très vite ses limites. Donc là, on se retrouve sur Unkilled, qui peut vite montrer les limites du jeu, enfin des performances de l'appareil. C'est un jeu qui demande beaucoup de choses. Donc là, déjà, on sent que c'est pas fluide. Voilà, dès que là on tire, oulala, c'est pas fluide du tout. C'est vraiment pas fluide. C'est à la limite du jouable. Oh la vache, là normalement ça se voit bien. Ça se voit que c'est pas fluide du tout. Dès que je tire, dès qu'il y a des effets, il est complètement largué. On sent que vraiment là on doit être à 20 FPS au mieux. Là c'est un peu plus stable, on va avoir des nouveaux zombies qui vont arriver. Ah, j'ai même du mal à viser, j'avais un petit peu ça pour le Wico, mais alors là je l'ai carrément. Là il est vraiment pas assez performant pour faire tourner Unkilled, qui demande des ressources vraiment. Là c'est carrément passé. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Je n'arrive pas, tout simplement pas à viser tellement ça rame. Donc là, on voit vraiment les limites. Et là, voilà, c'est un peu le souci du jeu, c'est que c'est vraiment, vraiment très limité. Et là, à part ceux qui sont habitués déjà à jouer comme ça, c'est clairement dégueulasse. Donc là, bon courage à ceux qui veulent jouer avec cet appareil, parce que là, c'est trop dur. Donc les vieux jeux, ça peut passer, mais comme vous voyez, les nouveaux jeux, c'est pas du tout possible. Alors, que penser de ce Oukitel U7 Plus ? Eh bien, c'est un bon téléphone. C'est même un téléphone qui m'a un peu surpris parce que, en fait, quand je l'ai choisi, c'était le seul téléphone qui proposait un des derniers processeurs de Mediatek en 4 cœurs, même si c'est une entrée de gamme. Sinon, on se retrouvait avec des vieux processeurs, les MT6580, qui sont clairement beaucoup moins performants que celui-là. En plus de ça, il avait droit à un lecteur d'empreintes à moins de 100 €. C'est très très dur à trouver, et clairement c'était l'un des seuls. En fait, en termes de fiches techniques, c'était le meilleur qu'il y avait en termes de rapport qualité-prix au moment où je l'ai pris. Et au final, j'ai pas été déçu, je m'attendais justement à ce qu'il y ait des grosses lacunes à un endroit ou à un autre, et pas du tout. Au final, il est quand même plutôt bien conçu, il a un bon écran, il a un lecteur d'empreintes qui fonctionne même très bien, je trouve. Pour un téléphone à moins de 100 €, il fonctionne très bien. C'est loin d'être le meilleur, bien évidemment, mais voilà. On a un capteur photo qui est médiocre, clairement.
Mais ça, au vu de l'affiche et au vu du prix auquel il est vendu, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être clairement pire. Je crois que le Xiaomi Redmi 4A lui fait quand même de meilleures photos. On a droit aussi à du double SIM, à de la 4G, avec toutes les bandes en plus de ça, micro SD, 16 Go de mémoire, 2 Go de RAM. Clairement, la fiche technique, par rapport à ce que j'ai pu trouver d'autres à ce prix-là, eh bien, c'était pas dégueu du tout. Maintenant, il y a le Xiaomi, donc bon, ça fait une bonne concurrence, mais il n'a pas le lecteur d'empreintes. Donc, ce qui fait que j'étais assez étonné de ce téléphone. Sur à peu près tous les points, sauf la photo où je m'y attendais. Mais sur tous les autres points, j'étais vraiment étonné de voir un téléphone qui se montre assez résistant, qui, voilà, lecteur d'empreintes c'est tout con, mais un lecteur d'empreintes qui marche très bien et qui fait ça, c'est bien. La chose la plus étonnante quand même dans tout ça, et ça je l'avais découvert dans un live, c'est qu'au final, donc, ils ont mis à jour le téléphone sous Nougat. Et ça, je trouve que c'est quand même une belle performance pour un téléphone à moins de 100 euros et un téléphone Mediatek en plus de ça, parce que c'est eux qui sont en général le plus délaissés, parce que les constructeurs s'emmerdent pas à faire une version supérieure en général. Surtout à ce prix-là, on paye pas vraiment pour avoir une mise à jour sous Nougat. Sauf que là, on a l'avantage d'avoir une marque qui prend soin des téléphones qui sortent, ils en mettent à jour plusieurs, hein, et ils ont mis à jour celui-là, à moins de 100 euros. Sur une mise à jour majeure. Il y avait déjà eu d'autres mises à jour en OTA, mais là c'est une mise à jour majeure en OTA. Et clairement, ça m'a fait bizarre. Alors, ce qui fait que Nougat, le petit souci, c'est que derrière, on est obligé de faire une petite manipulation pour pouvoir en profiter dans de très bonnes conditions. Parce que sinon, le téléphone, il a trop de choses qui tournent en arrière-plan. Enfin, en tout cas, avec moi, avec mon utilisation, il a trop de choses et il galérait. Avec ma petite option dans les options de développement que j'ai modifiée, il s'est beaucoup mieux comporté, et ce qui fait que c'est beaucoup mieux. Aussi la jack, elle est aussi de très bonne qualité, pour le prix, hein, je dis bien, elle est de très bonne qualité, elle est très propre, et ça c'est assez étonnant aussi, surtout que du côté de Qualcomm, les puces son sont pas forcément aussi bien, du côté de MediaTek, le Wiko était pas dégueu non plus, était loin d'être dégueu, il avait même une bonne sortie, celui-là aussi. Et il a une sortie qui était vraiment sympa. Donc clairement, pour le prix, les défauts sont des défauts qu'on retrouve forcément dans cette gamme. En gros, les deux points faibles vraiment de ce téléphone, c'est forcément le capteur photo, et surtout le capteur photo avant qui est vraiment mauvais, et le haut-parleur qui est ici. Mais sinon, tout le reste est vraiment pas mal. Le téléphone n'est pas trop lourd non plus. On a un bon écran, on a des bonnes finitions. C'est un plastique, etc. Mais ça tient plutôt bien, c'est bien fini. Les boutons sont francs. Ça a l'air résistant aussi. Enfin, je veux dire, ça a l'air bien conçu pour que justement ça tienne quand même un minimum. On a quand même aussi droit du 2,5D. C'est con, mais on y a droit quand même. C'est dur de trouver des points réellement faibles à ce téléphone à moins de 100 euros. Pour vous dire, j'ai préféré utiliser ce téléphone-là plutôt que le Wiko Ufil. Parce que le tactile était bien meilleur. Et ce qui fait qu'à l'utilisation, c'était bien mieux. Donc ça, c'est une bonne chose. Franchement, je suis un peu étonné de ce qu'a fait, Oukitel sur ce modèle-là. Je connaissais que très peu la marque, et c'est une marque, je veux dire, j'ai pris un des modèles les moins chers de la marque, et au final il est très réussi, et le fait qu'en plus ce soit l'un des premiers mis à jour sous Nougat est d'autant plus étonnant, je trouve. C'est vraiment pas une prouesse en soi, mais c'est vraiment un très bon travail qu'a fait Oukitel, et surtout que quand on regarde tous les acteurs au-delà de Xiaomi qui eux sont toujours en train de casser en termes de rapport qualité-prix, et là on a clairement un équivalent, sauf qu'il est en plastique au lieu d'être en métal, on a clairement un équivalent du Xiaomi Redmi 4A, ce qui est vraiment pas mal pour arriver à être équivalent en termes de rapport qualité-prix. Mais si on regarde par rapport à tous les autres modèles que j'ai pu voir, en tout cas sur Gearbest, c'était le seul qui était vraiment sympathique sur tous les points. C'était soit on avait un écran qui était en QHD, donc une résolution un peu moins bonne, soit on avait un processeur qui était bidon, enfin pas bidon, mais qui manquait clairement d'intérêt, soit on n'avait qu'un seul giga de RAM, soit on n'avait que 8 gigas de stockage. Là, ce qui est bien, c'est que on avait 2 gigas de stockage, 2 gigas de RAM, 16 gigas de stockage et un processeur
quad-core 64 bits, enfin l'un des derniers, même si c'est entrée de gamme, c'est l'un des derniers, qu'on retrouve sur des modèles à 150 € en France. Et sinon, c'était au-delà de 100 € pour avoir quelque chose d'équivalent. Donc je me suis dit, bah, autant tester ce modèle-là qui est le plus intéressant sur le papier, mais qu'est-ce qu'il va donner en réalité? Et en réalité, bah, il s'en sort très bien, même mieux que ce que je pensais. Surtout le capteur d'empreinte, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, aussi fiable, dans le sens où il détecte vraiment bien le doigt. Ça, c'est quand même une chose assez sympa, c'est-à-dire que j'ai eu très très peu de problèmes avec ce capteur, il a jamais été capricieux. Par rapport au Vernetor, il est largement mieux. Il a jamais été capricieux, il m'a détecté le doigt 9 fois sur 10. Les fois, en fait, c'était soit, par exemple, j'étais un petit peu trop... Enfin, je pense que c'est plus moi à l'utilisation. Mais 9 fois sur 10, clairement, il détectait sans problème mon doigt. En plus, avec Nougat, il est beaucoup plus rapide. Genre, il est 2 fois plus rapide. Donc ça, c'est une bonne chose. Sur Marshmallow, il était lent. Et là, il a gagné en rapidité, mais vraiment. Donc, ce qui fait que... il y a un bon travail, en tout cas. Et j'ai vraiment étonné. J'étais vraiment étonné du résultat. Donc voilà, si vous cherchez un téléphone à moins de 100 € qui a plutôt des bonnes performances, qui en plus de ça est à jour, même en patch de sécurité forcément, puisque ça date de janvier là, donc ça c'est une bonne chose, donc il est même à jour sur la sécurité, donc ça c'est bien. Clairement, je ne peux pas déconseiller ce téléphone. Il est vraiment sympa, il a l'air fiable, il est suivi, il est bien conçu, il tourne bien. Bah voilà quoi, c'est-à-dire que vous avez un téléphone très sympa. La seule chose c'est que forcément c'est un gros téléphone, à 5.5 pouces, forcément ça va être un peu imposant. Mais voilà, si vous cherchez quelque chose d'intéressant à moins de 100 € et que vous voulez autre chose que du Xiaomi pour diverses raisons, parce que ça peut exister, que par exemple vous voulez un plus grand écran, vous voulez du dual SIM et l'ASD ou un lecteur d'empreinte, bah clairement c'est un bon choix, c'est vraiment un bon choix. Et je pensais pas en le prenant que je dirais ça. Donc vraiment étonné, voilà, c'est un téléphone très intéressant, très agréable à utiliser pour un téléphone de ce calibre-là. Après voilà, il n'a pas de gros défauts, le seul réel défaut, enfin on a dit l'appareil photo, le haut-parleur et l'autonomie un peu limite, mais dans cette gamme-là c'est souvent le cas, on est souvent sur ce type d'autonomie qui est qui est toujours aux alentours de 5 heures, voire plus, enfin entre 3 et 5 heures et environ 4 heures. Donc là on est dans la moyenne de ce qui est proposé, notamment pour diverses raisons, parce que ça consomme plus, parce que la batterie est moins performante, parce que forcément c'est de l'entrée de gamme, etc. Là on est sur un bon ensemble en fait. Un bon ensemble bien équilibré, qui fait le taf, pour un prix qui est quand même... Enfin pour le prix il est bien spéqué quoi. Et il tourne bien. Donc voilà, j'ai pas de réelle mauvaise chose à dire sur ce téléphone. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des informations sur Oukitel, fiabilité ou quoi que ce soit, je suis preneur aussi. Sinon, n'hésitez pas à liker ou partager la vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.